Le béton sous lui ne se fissure pas, il fond. La table de lancement, en béton armé, se transforme en cratère après un seul allumage. C'est pour ça qu'on la noie sous l'eau. Des centaines de tonnes par seconde, une cascade entière, juste pour que le sol n'explose pas. Le jet qui sort de la tuyère dépasse les 3000 degrés Celsius, près de 6000 degrés Fahrenheit. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. Plus chaud que le point de fusion du cuivre dont sont faites ses propres parois. Selon toutes les lois de la physique, cette machine devrait se faire fondre elle-même dès la première seconde. Elle ne fond pas. 700 tonnes de poussée par une seule tuyère. Presque 3 tonnes de carburant brûlé chaque seconde. Une pièce de métal de 6 mètres de haut, près de 20 pieds. Je vais te montrer le moteur de fusée le plus puissant jamais construit par l'homme. Et l'astuce grâce à laquelle un morceau de métal survit dans un enfer qui aurait dû le tuer sur l'instant. Pour saisir l'échelle, il faut se mettre à côté. On parle du F1, le moteur qui a emmené des hommes sur la Lune. Il mesure près de 6 mètres de haut, presque 20 pieds, et pèse plus de 8 tonnes à vide, environ 18 000 livres. À première vue, c'est un entonnoir géant en métal. Mais quand il s'allume, il dévore 2,5 tonnes de carburant chaque seconde. 2,5 tonnes chaque seconde. Une piscine entière de kérosène et d'oxygène liquide disparaît le temps de prononcer un seul mot. Et d'un seul moteur sortent 700 tonnes de poussée. La fusée Saturne V en montait 5 côte à côte. Et ensemble, ils soulevaient une tour de métal aussi haute qu'un immeuble de 30 étages. La force combinée dépassait les 3000 tonnes. Ce n'est pas un moteur, c'est un tremblement de terre maîtrisé. Mais c'est là que ça cloche. Pour produire une telle poussée, à l'intérieur de la chambre de combustion, la température avoisine les 3200 degrés Celsius, presque 6000 degrés Fahrenheit. Retiens ce chiffre. Maintenant, regarde de quoi sont faites ces parois. De cuivre et d'alliage d'acier. Le cuivre fond vers 1000 degrés, l'acier autour de 1400. Autrement dit, la paroi doit travailler dans un gaz 2000 degrés plus chaud que la température à laquelle elle-même devient une flaque. N'importe quel enfant te dirait « impossible ». Et pourtant, elle est là, elle tient, seconde après seconde. Pendant qu'à l'intérieur, rugit un feu plus chaud que la surface de bien des étoiles. L'astuce s'appelle le refroidissement régénératif et elle est d'une beauté sournoise. Avant de brûler le carburant, on fait passer ce carburant glacé à l'intérieur même des parois du moteur. Les parois ne sont pas pleines, elles sont traversées par des centaines de canaux minuscules, comme les veines d'une main, soudés l'un contre l'autre. Le kérosène froid, ou le méthane liquide à plus de 100 degrés sous zéro, entre près de la bouche du moteur, remonte par la zone la plus chaude, la gorge, et emporte la chaleur avant que le métal n'ait le temps de fondre. Autrement dit, le même liquide qui, dans un instant, va s'enflammer, commence par sauver la paroi de l'incendie qu'il va lui-même provoquer. Dehors, 3000 degrés de gaz. À l'intérieur de la paroi, un carburant presque congelé, à quelques centimètres de là. Et entre les deux, une feuille de métal de l'épaisseur d'une pièce de monnaie qui n'a pas le droit de céder. Si un seul canal lâche, le moteur explose. Ici commence l'ingénierie la plus chère de la planète. Maintenant, monte encore d'un cran. Il existe un moteur moderne qui va encore plus loin. Le Raptor, de l'entreprise de fusée d'Elon Musk. Lui ne brûle pas du kérosène, il brûle du méthane liquide, et selon un cycle que presque personne n'avait réussi à dompter. La combustion étagée à flux intégral. Ça sonne comme du jargon, mais ça veut dire une chose brutale.
Absolument tout le carburant et tout l'oxygène sont transformés en gaz chaud avant d'entrer dans la chambre, pour que rien ne soit gaspillé. La pression à l'intérieur grimpe au-delà de 300 atmosphères. 300! C'est comme poser le poids d'une voiture sur chaque centimètre carré de paroi. Pendant des années, les ingénieurs soviétiques et américains ont essayé puis abandonné. Le moteur se consumait de l'intérieur. Et la fusée qu'il utilise n'en porte pas un. Elle en porte 33, allumées en même temps sous une seule structure. 33 enfers synchronisés à la milliseconde. Et toute cette puissance est dangereuse jusqu'au sol lui-même. Quand un de ces moteurs s'allume au sol, en dessous se forme un enfer de gaz et de poussière à plus de 1000 degrés, projeté plus vite que le son. C'est pourquoi, sous la rampe, on creuse une fosse énorme et on déverse des centaines de tonnes d'eau par seconde pour amortir l'onde sonore. Parce que le bruit lui-même est une arme. Les vibrations acoustiques peuvent rebondir contre la fusée et la briser en morceaux avant même le décollage. Lors d'un essai célèbre, un allumage sans assez d'eau a arraché des dalles de béton de la taille d'une voiture et les a projetées à des centaines de mètres. Fabriquer un de ces moteurs est un monde à part. Les chambres ne se coulent pas d'une pièce. Elles se construisent tube par tube. Des centaines de tubes d'alliage, cintrés à la main, et soudés les uns aux autres jusqu'à former la cloche. Et chaque soudure doit être parfaite, parce que c'est par là que circulera le carburant qui refroidit la paroi. Les pièces internes sont usinées avec des tolérances de quelques microns, plus fines qu'un cheveu humain. Et aujourd'hui, ce qu'on fondait et tournait autrefois pendant des mois, on imprime. Une imprimante à métal, couche de poudre après couche de poudre, fait croître au laser des pièces de forme impossible. Ensuite, chaque moteur passe au banc d'essai. On l'attache à une structure d'acier ancrée dans la roche, on l'allume à pleine puissance et on le laisse rugir, tandis que des dizaines de capteurs mesurent vibration, température et pression en 40 points à la fois. Un essai d'allumage peut coûter le prix d'une maison. Et parfois, après tout ça, le moteur lâche et il faut repartir de zéro. Car développer un moteur de ce niveau coûte des milliards de dollars, étalés sur des décennies d'essais, d'explosions et de refonte. Et voici le paradoxe le plus cruel. La plupart de ces moteurs ne servent qu'une seule fois. Ils s'allument pendant 2 ou 3 minutes, soulèvent la fusée et tombent dans l'océan pour ne jamais revenir. 700 tonnes de poussée, des milliards en ingénierie, brûlant glorieusement pendant 160 secondes, puis au fond de la mer. C'est pour ça que la grande révolution d'aujourd'hui, c'est de faire revenir le moteur, le poser debout tout seul et le faire revoler. Réutiliser l'imposition. Mais la question de fond reste la même. Comment un morceau de métal survit-il dans un feu plus chaud que la lave, plus chaud que le métal dont il est fait? La réponse n'est pas un matériau magique, c'est une astuce. C'est faire passer le carburant lui-même, avant qu'il ne brûle, le long des parois, pour qu'il emporte la chaleur. C'est équilibrer au millimètre 3000 degrés de gaz contre un liquide presque congelé, séparé par une feuille de l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Chaque fusée que tu vois décoller vers le ciel tient sur cet équilibre impossible, maintenu à chaque seconde de l'ascension. Le moteur le plus puissant, le plus chaud et le plus extrême jamais construit par l'homme. Et le seul qui, alors qu'il devrait se détruire lui-même, à la place, nous emmène dans l'espace. Si cette histoire t'a retourné la tête, laisse ton like et abonne-toi. Ici, on continue de montrer comment l'ingénierie moderne franchit chaque jour la ligne de l'impossible. Lorsque vous êtes assis dans un avion et que vous buvez un café à 10 000 mètres d'altitude, vous ne voyez qu'une surface blanche et lisse.
Mais sous cette peinture se cache le résultat d'une force incroyable, dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes venus voir comment on presse les ailes et les fuselages. Et croyez-moi, les dimensions des machines ici vous donneront l'impression d'être des fourmis sur une aire de jeu pour enfants. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu où le métal devient comme de la pâte à modeler tiède, où la volonté humaine et la pression hydraulique forcent d'immenses structures à se plier selon l'angle voulu. Nous sommes dans l'une des plus grandes usines aéronautiques et je vous promets qu'après cet épisode, vous regarderez l'aile d'un avion avec un tout autre regard. Commençons par le monstre principal de cet atelier, une presse hydraulique géante. Cette bête fait la hauteur d'un immeuble de 5 étages et s'enfonce encore de 10 mètres sous terre pour tenir sur des fondations massives. Sa force atteint 50 000 tonnes. Prenez un instant pour y penser. 50 000 tonnes de pression sur une seule pièce. C'est comme si 20 000 éléphants piétinaient simultanément un morceau de métal. Pourquoi une telle brutalité ? C'est que les éléments porteurs de l'aile, les longerons, exigent une résistance hors du commun. Si vous vous contentez de découper une telle pièce dans un bloc d'aluminium, elle restera fragile. Mais si vous la comprimez sous presse, la structure du métal se transforme, les fibres se densifient, et la pièce acquiert la capacité d'encaisser des charges extrêmes, au décollage ou en pleine turbulence. Nous observons en ce moment même une ébauche chauffée en alliage d'aluminium, généralement du duralumine additionné de cuivre et de magnésium, qui s'engage lentement sous la presse. La température de la pièce atteint environ 450 degrés Celsius. C'est le moment où le métal n'est déjà plus rigide, mais n'a pas encore commencé à fondre. L'énorme matrice s'abaisse et vous sentez la vibration même à travers les semelles de vos baskets. En quelques secondes, ce qui n'était qu'une plaque informe se transforme en un longeron élégant de 25 mètres de long, avec une précision de fabrication d'un dixième de millimètre. C'est une alliance spectaculaire de force brute et de précision d'orfèvre. Mais l'aviation moderne, ce n'est pas que de l'aluminium. Si nous tournons la tête vers la droite, nous découvrons un processus tout à fait différent, qui évoque la confection d'une gigantesque pâte feuilletée. Nous sommes dans la fabrication de pièces composites pour le fuselage et les ailes des avions de ligne actuels. Ici, pas de presse au sens classique, mais une pression d'un autre ordre. On y utilise la fibre de carbone. Observez ces machines automatisées. Elles enroulent de fines bandes de fibres de carbone sur un moule gigantesque qu'on appelle mandrin. Chaque bande est imprégnée d'une résine spéciale. Puis, l'ensemble de cette structure, qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et 6 mètres de diamètre, est enveloppé d'un film sous vide avant d'être envoyé dans un autoclave. L'autoclave est en substance un four géant sous pression. Nous nous tenons actuellement devant sa porte, qui ressemble à un sas de vaisseau spatial. À l'intérieur, on crée une pression de 10 atmosphères et une température d'environ 180 degrés. Sous l'effet de cette pression, les couches de composite carbone se compactent si étroitement qu'elles ne forment plus qu'un bloc monolithique. Après plusieurs heures de cette cuisson, nous obtenons une section de fuselage 20% plus légère que l'aluminium, tout en étant plusieurs fois plus résistante. Cela permet aux avions de consommer moins de carburant et de voler sur de plus longues distances. Passons maintenant à l'atelier d'assemblage, où ces pièces deviennent un organisme unique. Nous assistons ici au processus de rivetage. Autrefois, des ouvriers armés de marteaux pneumatiques s'en chargeaient, dans un vacarme à vous rendre sourd en 5 minutes. Aujourd'hui, ce travail est confié à d'énormes robots, les positionneuses. Elles se déplacent le long de l'aile avec une précision de quelques micromètres. Chacune de ces machines peut poser plusieurs milliers de rivets en une seule journée. Une aile moyenne de gros porteurs peut en compter jusqu'à 400 000. Le robot perce d'abord un trou, l'enduit ensuite d'un mastic spécial, insère le rivet, puis le presse avec une force calculée au plus juste.
Vous vous demandez sans doute pourquoi on ne soude pas tout simplement un avion. La réponse tient à la physique du vol. En plein ciel, l'appareil respire en permanence. Le fuselage se dilate et se contracte sous l'effet de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, tandis que les ailes fléchissent de plusieurs mètres. Dans ces conditions, les soudures se couvriraient très vite de fissures de fatigue et finiraient par céder. Le rivetage, lui, permet aux pièces de jouer légèrement l'une par rapport à l'autre, préservant ainsi l'intégrité de la structure pendant 25 voire 30 ans d'exploitation. Observons un banc d'essai où les ailes sont soumises à des tests de résistance. Le spectacle n'est pas pour les âmes sensibles. Une aile terminée est fixée dans un bâti spécial, puis des vérins hydrauliques puissants commencent à la tirer vers le haut. Vous voyez l'extrémité de l'aile s'élever de plus en plus haut. 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres. On croirait qu'elle va se briser dans un fracas retentissant. Mais les ingénieurs restent sereins. Ils savent que l'aile d'un avion de ligne moderne doit supporter une flexion, dépassant d'1,5 fois la charge maximale possible en pleine tempête. Certaines ailes peuvent ployer de près de 7 ou 8 mètres avant que la rupture ne s'amorce. Autre étape cruciale, le traitement anti-corrosion. Une fois sorties de la presse, les pièces sont plongées dans d'immenses cuves d'électrolyte. C'est le processus d'anodisation. À la surface de l'aluminium se forme une couche protectrice d'oxyde qui empêche l'humidité et le sel atmosphérique de ronger le métal. Ces bassins mesurent 30 mètres de long et peuvent accueillir des segments entiers de la future aile. On applique ensuite un apprêt spécial, d'un jaune vif ou d'un vert éclatant. Vous avez sans doute déjà vu des avions dans cet état, sur des vidéos de chaînes d'assemblage. C'est la dernière couche de protection. Regardez cette pièce, c'est une nervure. Il y en a des dizaines dans une aile. Elle forme son squelette interne, comme les côtes chez l'homme. Autrefois, les nervures étaient assemblées à partir de cornières et de feuilles de métal séparées, reliées par des milliers de boulons. Aujourd'hui, grâce à des presses puissantes et à des fraiseuses de haute précision, on les fabrique d'un seul tenant à partir d'énormes plaques d'aluminium. Nous prenons une plaque de 3 tonnes, nous la pressons, puis la machine retire tout le superflu, ne laissant qu'une structure ajourée de 90 kg seulement. Cela permet d'éviter les assemblages inutiles et donc les points de rupture potentiels. Moins de pièces, plus de fiabilité. Nous longeons à présent la section où l'on assemble le fuselage. Vous voyez ces immenses anneaux? Ce sont les cadres. Ils définissent le profil transversal de l'appareil. Ils sont également fabriqués par pressage à chaud pour garantir une géométrie parfaite. Une fois tous les couples positionnés à l'aide de niveaux laser, avec une précision au dixième de millimètre, on commence à poser les feuilles de revêtement. Chacune de ces feuilles présente une courbure complexe et est formée sur des presses d'étirage spéciales. La feuille de métal est serrée des deux côtés et littéralement tendue sur le moule, comme une peau sur un tambour. Ce n'est qu'alors qu'elle épouse parfaitement la structure de l'appareil. Merci de votre attention. N'oubliez pas les likes et les commentaires. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Ce Boeing 747 valait 400 millions de dollars. Dans 3 semaines, il sera découpé en morceaux. L'ancien roi des airs, qui transportait des centaines de milliers de passagers d'un continent à l'autre, n'est plus qu'un amas géant d'aluminium aéronautique. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans un site de démantèlement fermé au public pour découvrir le fonctionnement de cisailles hydrauliques titanesques et le devenir de 200 tonnes de carburant. Nous traverserons la cabine déserte et découvrirons quelle sera la nouvelle vie de cet appareil après sa fonte. Lorsque nous longeons le fuselage, il semble éternel.
Mais dans l'aviation, tout se joue en cycle, décollage et atterrissage. Après 20 à 30 ans de service, le métal se fatigue. Chaque vol pour un avion constitue un cycle de pressurisation et de dépressurisation. Le fuselage respire littéralement. Il se dilate en altitude en raison de la différence de pression et se contracte lors de l'atterrissage. Imaginez que vous pliez un fil d'aluminium dans un sens puis dans l'autre. Tôt ou tard, il finira par se rompre. Après des milliers de tels cycles, des micro-fissures apparaissent dans la structure du métal. Les réparer devient si coûteux qu'il est plus économique d'acheter un appareil neuf. Seconde raison, l'efficacité énergétique. Les vieux géants possèdent 4 réacteurs. Il y a 30 ans, c'était la norme. Mais aujourd'hui, les bimoteurs modernes consomment de 30 à 40% de kérosène en moins, tout en transportant le même nombre de passagers. Dans le ciel, chaque litre de carburant superflu représente une perte pour la compagnie aérienne. Par ailleurs, l'entretien d'un appareil ancien devient un véritable défi. Les pièces détachées ne sont plus produites et les contrôles réglementaires deviennent de plus en plus fréquents et longs. Un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. S'il reste cloué au hangar pendant des mois, faute d'une pièce rare, son sort est scellé. Ainsi, dès que les coûts de sécurité et de carburant dépassent les profits, le géant d'acier est envoyé au recyclage. La phase de vidange de l'appareil constitue l'étape la plus dangereuse et la plus délicate avant le début du démantèlement. Lorsqu'un Boeing 747 arrive dans la zone de recyclage, ses réservoirs d'ailes et centraux peuvent encore contenir jusqu'à 200 tonnes de carburant. Ce ne sont pas de simples résidus, c'est le volume de plusieurs wagons-citernes ferroviaires. On commence par raccorder des stations de pompage mobile aux conduites de carburant. Le carburant n'est pas simplement déversé dans un seau. Il est pompé à travers des vannes hermétiques pour éviter toute évaporation et la moindre étincelle. Une fois la majeure partie du kérosène extraite, débute le séchage. Des orifices de drainage spéciaux s'ouvrent aux points les plus bas des ailes pour évacuer chaque goutte. Mais même vide, un réservoir reste un piège mortel en raison des vapeurs de carburant. Le système est donc purgé au gaz inerte jusqu'à ce que les capteurs confirment une sécurité totale pour l'utilisation d'outils. Une fois l'appareil asséché, vient le tour des moteurs. Chaque réacteur de Boeing est un chef-d'œuvre technologique de plus de 4 tonnes. On ne les découpe pas simplement. Des chariots élévateurs ou des grues spéciales sont amenés jusqu'au pylône et fixent le moteur en plusieurs points. Les mécaniciens déconnectent manuellement des centaines de câbles, de conduites de carburant et de tubes hydrauliques. Les boulons de fixation, les fameux axes de sécurité, sont dévissés en dernier. Le moteur est ensuite descendu délicatement sur un berceau de transport. Fait intéressant, même si l'avion est mis au rebut, les moteurs possèdent souvent encore des milliers d'heures de vie. Ils sont soigneusement mis sous cocon et expédiés vers un entrepôt. Un tel moteur d'occasion, mais en bon état, peut valoir entre 5 et 10 millions d'euros. C'est l'organe le plus précieux du géant d'acier, qui continue souvent sa vie dans les airs sur un autre appareil, tandis que son ancien propriétaire finit en ferraille. Lorsque les réservoirs sont vides et les moteurs démontés, nous pénétrons à l'intérieur, et le spectacle est surréaliste. Un immense espace sur 2 niveaux règne un silence de mort. Le démantèlement de la cabine est un travail manuel à 90%, car il ne s'agit pas simplement de tout casser, mais de récupérer ce qui peut encore rapporter de l'argent. Les premiers éléments démontés sont les sièges passagers. Si les sièges de classe économique finissent généralement recyclés comme déchets plastiques et textiles, ceux de classe affaires et de première classe constituent un véritable trésor. Un tel siège transformable peut valoir plus de 30 000 € à l'état neuf. Ils sont soigneusement extraits pour être revendus à des collectionneurs privés, des bureaux ou des compagnies aériennes low cost.
On retire ensuite les modules de cuisine et les chariots de service. Vous serez surpris d'apprendre que ces chariots en aluminium sont des articles extrêmement prisés sur le marché de l'occasion. Ils sont achetés pour décorer bars et hôtels. La suite devient plus salissante. Les ouvriers arrachent la moquette et les panneaux muraux en plastique. C'est la partie la plus difficile à recycler, car le plastique aéronautique est un composite complexe, difficilement transformable. On le trie avant de l'envoyer vers des usines spécialisées pour incinération à haute température ou enfouissement. Mais le plus précieux se cache derrière les panneaux et sous le plancher, l'avionique et le câblage en cuivre. Un Boeing 747 compte près de 250 km de fils électriques. On extrait le cuivre par kilomètres entiers, car sa valeur comme matière première secondaire est considérable. On récupère aussi les masques à oxygène, les blocs de commande d'éclairage et les systèmes de communication. Au bout d'une semaine de ce travail acharné, du somptueux appareil ne subsiste qu'un tube métallique vide percé de hublots, à travers lesquels on ne distingue plus désormais que le squelette d'aluminium nu. Et c'est maintenant que commence ce pourquoi nous sommes là, le véritable spectacle. Lorsque l'avion n'est plus qu'une coquille de métal vide, entrent en scène les pelleteuses équipées de cisailles hydrauliques géantes. C'est impressionnant. Ces cisailles exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes et tranchent l'aluminium aéronautique comme un couteau de cuisine découpe du carton. Le processus commence par les ailes. L'envergure d'un Boeing 747 atteint près de 65 mètres. La mâchoire hydraulique découpe le métal mètre par mètre. Le plus difficile, ce sont les longerons, la partie structurelle centrale où s'attachent les ailes. C'est là que le métal est le plus épais. Une fois les ailes retirées, vient le tour du fuselage. Le conducteur de pelleteuse travaille avec précision. Il découpe la carlingue en sections d'environ 3 à 4 mètres de large. Quand ces immenses anneaux s'écrasent au sol, un nuage de poussière s'élève et le bruit rappelle le tonnerre. En 2 semaines, du majestueux appareil ne subsiste plus que la queue, dressée seule au milieu du béton, jusqu'à ce que les mâchoires d'acier finissent par la rattraper. Vous pensez qu'une fois les mâchoires d'acier de la pelleteuse terminées, c'est la fin de l'histoire ? En réalité, ce n'est que le début d'une métamorphose fascinante. Ce qui ressemble aujourd'hui à des monceaux chaotiques de ferraille mutilées porte, dans le langage de l'industrie, le nom de ressources stratégiques. Nous voici face à des montagnes de métal, mais il ne s'agit pas de simples déchets. C'est de l'aluminium de première qualité, la véritable aristocratie des métaux. La structure du fuselage d'un Boeing 747 repose sur des alliages d'aluminium de la série 7000. Dans l'aéronautique, on les apprécie pour leur résistance extraordinaire, comparable à celle de l'acier, mais pour un poids nettement inférieur. Ce métal possède toutefois une particularité. Sa production à partir du minerai exige une quantité colossale d'électricité. En revanche, la refonte secondaire permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie. Voilà pourquoi cette ferraille est si précieuse. D'immenses aimants et séparateurs commencent par isoler les boulons d'acier égarés ou les inserts en titane, puis l'aluminium pur part vers les fours de fusion. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Comment coule-t-on le cœur d'une locomotive capable de tracter 5000 tonnes de marchandises à travers montagnes et déserts sans s'arrêter? Je me trouve à l'usine Wabtec de Grove City, en Pennsylvanie. C'est ici que naissent les moteurs de locomotives de fret, ces géants qui tirent d'interminables convois de marchandises à travers toute l'Amérique. Et avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez une chose. Les blocs cylindres fabriqués ici ne sont pas des pièces au sens ordinaire du terme. Ce sont des monolithes, des masses compactes de fonte de la taille d'un minibus, pesant près de 50 tonnes. Et elles sont coulées d'un seul tenant.
Tout commence avec du sable, mais pas celui que vous connaissez à la plage. Le sable de fonderie est une matière à part, avec son propre caractère et ses exigences bien précises. On le mélange avec des résines spéciales et des durcisseurs pour qu'il puisse résister au contact du métal en fusion à plus de 1300 degrés Celsius, sans s'effriter, se déformer ni se fissurer. Car si le moule se brise pendant la coulée, 15 tonnes de fonte liquide se répandront sur le sol de l'atelier. Ce n'est pas juste une pièce ratée, c'est une catastrophe. Le moule d'un bloc cylindre n'est pas une petite chose. On l'assemble dans un espace dédié et il occupe l'équivalent d'une pièce de taille moyenne. Les mouleurs déposent le sable par couches, le tassent, construisent les cavités internes à l'aide de ce qu'on appelle des noyaux. Des inserts de sable qui formeront les futurs conduits du bloc moteur. Circuits d'huile, chemises de refroidissement, logement de piston. Chaque noyau est fabriqué séparément, vérifié, puis monté à l'intérieur du moule comme une pièce d'un puzzle complexe. Ici, aucune place pour l'erreur. Si un noyau est mal positionné, c'est un mauvais canal qui se formera au cœur du bloc, ou une paroi trop fine entre deux surfaces. Cela ne se verra pas tout de suite. Cela se révélera des semaines plus tard, quand le bloc aura déjà été usiné et expédié pour l'assemblage. Ou pire encore, sur le terrain, lorsque la locomotive tracte déjà un convoi quelque part dans les montagnes du Colorado. C'est pourquoi le contrôle à l'étape du moulage n'est pas une procédure bureaucratique. C'est une question de sécurité. Une fois le moule assemblé et vérifié, on le ferme avec la demi-coquille supérieure et on le fixe. Il est désormais prêt à recevoir le métal. Et le métal, pendant ce temps, se prépare déjà dans le four de fusion. La fonte pour bloc cylindre, ce n'est pas simplement du fer avec du carbone. C'est un matériau allié, à la composition chimique rigoureusement définie. On y ajoute du nickel, du chrome, du molybdène. Chaque élément répond à une propriété précise. Dureté, résistance à la chaleur, résistance à l'usure. Le moteur d'une locomotive fonctionne dans des conditions que la plupart des métaux ne supportent tout simplement pas. Les températures dans les cylindres, pendant le fonctionnement du moteur, atteignent des milliers de degrés. La pression lors de la combustion du gazole est colossale. Et tout cela, heure après heure, jour après jour, année après année, sans interruption. Lorsque le four atteint la température requise et que la composition chimique du métal en fusion est confirmée par analyse, la coulée commence. La poche de fonte liquide, d'un blanc orangé, si lumineux qu'il fait mal aux yeux de le regarder sans lunettes de protection, est amenée vers le moule. Le métal s'écoule à travers le système de coulée, remplit les cavités. 15 tonnes en un seul processus ininterrompu. Si l'on s'arrête en cours de route, le métal commencera à se solidifier de manière irrégulière et le bloc présentera des tensions internes ou des soufflures qui le rendront inutilisable. Tout le processus de coulée ne prend que quelques minutes. Et puis, c'est le silence. Le bloc reste dans son moule et refroidit. Et c'est là que commence un temps qu'on ne peut pas raccourcir. La physique ne se négocie pas. Le refroidissement d'une pièce coulée aussi massive prend plusieurs semaines. Pas des heures, des semaines. Si l'on refroidit trop vite, le métal accumule des tensions internes, des micro-fissures, une structure hétérogène. En apparence, le bloc semble normal. Mais sous la charge, ces tensions ressurgissent, au pire moment et au pire endroit. C'est pourquoi le bloc refroidit librement, naturellement, à son propre rythme. Les technologies surveillent la température en différents points, contrôlent le gradient. Cela ressemble au refroidissement d'une grande pièce de verre, dans une production complexe. Un art de la patience. Lorsque le bloc a enfin refroidi et qu'on l'extrait du moule, il paraît brut. Le sable se détache, la surface est rugueuse. Il y a des bavures là où le métal s'est infiltré dans les interstices entre les parties du moule. On nettoie le bloc et c'est seulement après qu'il part en usinage.
Et c'est là que commence l'autre extrême. Si l'atelier de fonderie, c'est la force, la chaleur et la puissance brute, l'atelier d'usinage, lui, c'est la précision qui confine à la paranoïa. Le bloc est installé sur des fraiseuses multi-axes à commande numérique. Ces machines partent du sol et disposent d'une zone de travail suffisante pour usiner une pièce de la taille d'une voiture. Commence alors l'alésage des logements de pistons. 60 cylindres sur 2 rangées, chacun d'un diamètre de plusieurs centaines de millimètres. Et chaque alésage doit être usiné avec une tolérance de quelques micromètres. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Un cheveu humain fait environ 70 micromètres. Autrement dit, la tolérance sur le cylindre est inférieure à un dixième de l'épaisseur d'un cheveu. Pourquoi une telle précision ? Parce que le piston se déplace dans le cylindre des milliers de fois par minute. Si le jeu est trop important, les gaz s'échappent au-delà des segments. La pression chute, le moteur perd en puissance et consomme de l'huile. Si le jeu est trop faible, le piston se grippe. Il existe donc une valeur correcte unique, dont on ne peut s'écarter ni vers le haut, ni vers le bas. Pendant que la fraiseuse usine, l'opérateur arrête régulièrement le processus et mesure l'alésage à l'aide d'un alésomètre spécial. La température est maintenue stable, car le métal se dilate sous l'effet de la chaleur, et des mesures à différentes températures donneraient des résultats variables. Ce n'est pas une précaution excessive. C'est une condition sine qua non de toute fabrication précise. Outre les cylindres, les machines-outils usinent les logements de roulement du vilebrequin, les portées de l'arbre à cames, les plans de joint, toutes les surfaces où le bloc entre en contact avec d'autres pièces du moteur. Chacune possède sa spécification propre, sa tolérance propre, son contrôle propre. L'ensemble du cycle, de la coulée au bloc achevé, s'étend sur 4 à 6 semaines. Et au terme de ce parcours, apparaît une pièce qui ressemble presque à une œuvre d'art, comparée à la coulée brute extraite du moule. Un parallélépipède gris, lourd, usiné à la perfection, qui dissimule 16 cylindres impeccables et des kilomètres de canaux internes. Ce bloc partira à l'assemblage, où il sera équipé de pièces venues de tout le pays. Pistons, vilebrequins, culasses, système d'injection. Et quelques mois plus tard, il reviendra transformé en moteur complet. Le même qui propulsera une locomotive à travers montagnes, déserts et plaines sans relâche pendant des années, des décennies. Et tout a commencé ici, avec un tas de sable à mouler et une coulée de fonte brute. Chaque année dans le monde, plus de 90% du commerce mondial transite par voie maritime. Mais rares sont ceux qui réalisent qu'il s'agit là de véritables monstres d'acier, pesant des centaines de tonnes. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'une des plus grandes usines d'Europe, où naît le cœur des porte-conteneurs géants, un moteur développant plus de 100 000 chevaux. Imaginez, un moule de la taille d'un immeuble, du métal en fusion à plus de 1450 degrés, et seulement 2 minutes pour créer une pièce valant des millions d'euros. Mais le plus fascinant, vous le découvrirez à la fin. Quels secrets technologiques permettent à ces moteurs de fonctionner pendant des années, au milieu de l'océan sans interruption? Croyez-nous, vous n'avez jamais rien vu d'une telle ampleur. Tout commence par la préparation du moule. Ces géants de sable se fabriquent à partir d'un mélange de sable de quartz, d'argile bentonitique et d'eau, une proportion aussi précise qu'une recette de grand-mère, mais à l'échelle industrielle. Le sable se mélange dans des malaxeurs géants de 50 mètres cubes, auxquels on ajoute 2% d'argile pour la cohésion. Ensuite, on compacte le mélange dans des cadres d'acier de 30 cm d'épaisseur, pesant chacun 100 tonnes. Les ouvriers casqués actionnent des tables vibrantes.
Elle tremble comme lors d'un concert de rock, comprimant le sable jusqu'à une densité de 2 tonnes par mètre cube. Pour mouler les moteurs de porte-conteneurs, il faut un sable de fonderie spécial, principalement du quartz contenant 98 à 99% de dioxyde de silicium. Il provient de gisements naturels en Scandinavie, en Allemagne ou en Pologne. C'est un sable blanc ou jaune dont les grains mesurent entre 0,2 et 0,5 mm de diamètre, avec une forte sphéricité pour un compactage optimal. Dans les grandes fonderies, jusqu'à 70% du sable provient du recyclage des coulées précédentes. On le nettoie, on le tamise avec des séparateurs magnétiques, on l'enrichit de sable neuf et on le prépare pour une nouvelle utilisation. Certaines entreprises importent du sable premium des États-Unis ou d'Australie pour les commandes les plus exigeantes. Le sable est mélangé avec 2 à 3% d'argile bentonitique et 3% d'eau, et l'usine produit jusqu'à 100 000 tonnes de ce mélange par an. Au centre du moule, on conserve le modèle du bloc moteur, une copie en bois ou en résine du bloc cylindre, avec ses canaux d'huile et d'eau. Le modèle est fabriqué sur des fraiseuses, avec une précision au dixième de millimètre. Autour de lui, on façonne un noyau de sable, celui qui créera les parois intérieures, sur une hauteur de 4 mètres. Le noyau est cuit au four à 250 degrés pour qu'il garde sa forme lors de la coulée. Je touche ce moule. Le sable est dur comme du béton, mais avec un parfum d'argile fraîche. Passons maintenant au métal. On utilise de la fonte avec une teneur en carbone de 3% et des ajouts de vanadium pour la résistance. La matière première, des lingots de 20 tonnes, est chargée dans des fours à induction d'une capacité de 200 tonnes. La température monte jusqu'à 1450 degrés Celsius. Le métal bouillonne. Les étincelles jaillissent à 5 mètres. Le four pivote à 360 degrés, évacuant les gaz à travers des filtres. Temps de refonte, 4 heures. Et voilà, le métal en fusion est prêt. Il brille d'un éclat jaune. La coulée, c'est le véritable point d'orgue. La poche de métal en fusion de 200 tonnes est soulevée par des ponts roulants d'une capacité de 300 tonnes et hissée à une hauteur de 50 mètres au-dessus du moule. L'opérateur est installé dans une cabine hermétique à 10 mètres de hauteur, pilotant l'ensemble avec des joysticks et des écrans. Il incline délicatement la poche à 45 degrés et s'en échappe alors un puissant jet de fonte d'1 mètre de large qui s'abat depuis 3 mètres de haut dans un rugissement d'étincelles. Le remplissage du moule dure exactement 2 minutes. Le métal envahit une surface de 100 mètres cubes, s'infiltrant dans tous les canaux et noyaux. La température en surface du bain atteint 1450 degrés. Au cœur du moule, elle bondit instantanément à 2000. Le métal siffle au contact de la surface sableuse humide. La vapeur s'élève en volutes épaisses jusqu'à 5 mètres de hauteur, illuminée par les projecteurs. L'air se charge de l'odeur du fer en fusion, tandis que les capteurs enregistrent le débit, 200 tonnes par minute. Aussitôt, on recouvre le moule d'un couvercle d'acier de 50 tonnes, descendu par une autre grue avec une précision au centimètre près. Le couvercle scelle hermétiquement la structure, empêchant toute oxydation. Le refroidissement contrôlé commence. Autour du moule, on active des chemises d'eau, des conduites qui font circuler des milliers de litres d'eau refroidie sous une pression de 6 bars. L'intensité maximale se concentre au sommet, 100 degrés de moins durant les 30 premières minutes, afin d'éviter un choc thermique. L'opérateur surveille les graphiques à l'écran, en régulant le débit d'eau. Si le gradient dépasse 50 degrés par mètre, c'est l'arrêt d'urgence. Cette étape détermine si le bloc moteur résistera à une pression de 200 bars. Je me tiens là en combinaison de protection. L'adrénaline à son comble devant ce spectacle de feu. Les 12 premières heures, la température chute à 800 degrés,
Puis, en 2 jours, elle descend à 200. Des capteurs répartis en centaines de points mesurent les gradients pour éviter les fissures dues à la dilatation thermique. Le retrait total du métal atteint 2%. C'est pourquoi le moule est conçu avec une marge. Au bout d'une semaine, on ouvre le moule et le voilà. Un bloc moteur de 200 tonnes, 20 mètres de long, avec un canal de 20 cm de diamètre. Les ouvriers décapent le sable au marteau-piqueur pneumatique et vérifient la surface à la recherche de défauts. En cas de cavité, retour à la refonte. Ce bloc partira pour l'assemblage d'un moteur MAN ou Wärtsilä, où il supportera une pression de 200 bars et entraînera l'arbre d'hélice du navire à 20 000 tours par minute. Je vois comment on le lave, le traite à l'anticorrosion et le marque. Le numéro de série est gravé au laser. Ces moteurs équipent les navires qui assurent 90% du commerce mondial. Un seul bloc coûte des millions d'euros. Son cycle de fabrication dure 2 mois. À l'usine, 150 personnes travaillent quotidiennement sur ces moules. Si vous voyez le métal en fusion, l'adrénaline monte en flèche. Les chiffres concernant la coulée des blocs moteurs pour porte-conteneurs soulignent l'ampleur colossale de ce processus. La flotte mondiale de porte-conteneurs compte plus de 6000 navires, d'une capacité supérieure à 10 000 EVP, dont environ 5000 équipés de moteurs dépassant les 100 000 kW. Chaque moteur possède un bloc pesant entre 200 et 300 tonnes, long de 20 à 25 mètres. Les usines, principalement en Finlande, en Allemagne et en Corée, coulent entre 200 et 500 blocs par an. Le volume d'un moule représente 100 à 200 mètres cubes de sable, soit l'équivalent d'un wagon entier. Quant au métal nécessaire par bloc, 200 tonnes de fonte d'une valeur d'1 demi-million d'euros. La température maximale de coulée atteint 1450 degrés Celsius. Le processus dure 2 à 3 minutes, avec un débit de 100 tonnes par minute. Le refroidissement s'étend sur 5 à 7 jours. La consommation énergétique du bloc s'élève à 500 000 kWh. Le taux de rebut varie de 3 à 5% en raison de porosité ou de fissure. Le cycle complet, du moule au bloc terminé, demande 2 mois, pour un coût de 2 à 3 millions d'euros. Ces moteurs assurent 90% du transport maritime mondial, consommant 100 milliards de litres de carburant par an. La main-d'œuvre mobilise 100 à 200 personnes par atelier, avec une précision de 0,1 mm. La croissance prévue est de 4% annuelle, grâce aux nouveaux navires d'une capacité supérieure à 20 000 EVSP. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez découvrir ensuite. Je file vers une nouvelle usine. À très vite. Abonnez-vous et explorons ensemble l'univers industriel. Chaque année dans le monde, seules quelques pièces naissent, capables de résister à plus de 7000 tonnes de pression. Mais l'une d'elles a établi un record qui semblait impossible, même pour les ingénieurs. Imaginez un anneau dont le diamètre dépasse 2 fois celui de buts de football. Un bloc d'acier massif sans la moindre soudure. Comment est-ce seulement possible? Et pourquoi la sécurité de millions de personnes dépend-elle de cette pièce? Restez avec nous. Nous levons le voile sur un mystère que l'industrie du forgeage lourd gardait jalousement depuis des années. Pour comprendre l'échelle, imaginez un terrain de football. La longueur de ses buts dépasse 7 mètres. Le diamètre de cet anneau est plus de 2 fois supérieur. À l'intérieur, des immeubles de plusieurs étages, où un avion pourrait te tenir sans problème. Et tout cela dans une pièce d'acier inoxydable, sans la moindre soudure. Auparavant, de telles dimensions s'obtenaient en soudant plusieurs grands segments pour former un anneau. Le résultat était esthétique,
Mais au niveau des soudures longitudinales se cachait toujours un risque. La moindre micro-fissure, la moindre erreur du soudeur, et lors d'un tremblement de terre ou sous des charges prolongées, c'est précisément cette soudure qui pouvait devenir le point faible. Les métallurgistes chinois ont choisi une autre voie. Ne pas coller, mais faire croître l'anneau à partir d'une seule pièce. Ils ont utilisé une technologie qu'ils ont appelée forgage additif. Le principe est le suivant. Au lieu de chercher d'emblée à étirer un lingot jusqu'à la taille requise, on le forge par couches successives, en ajoutant progressivement de la matière et en déployant le métal sous forme d'anneaux géants. C'est un peu comme quand on étale une pâte et qu'on la plie en rouleau plusieurs fois pour qu'elle devienne à la fois épaisse, uniforme et sans bulles d'air. Sauf qu'ici, à la place de la pâte, on a de l'acier inoxydable chauffé à blanc et des presses de plusieurs milliers de tonnes. On commence par faire fondre un acier de très haute qualité, additionné de nickel, de chrome et de molybdène. Ces additifs garantissent la résistance, la plasticité et la tenue à la corrosion, même en milieu radioactif et à haute température. Le lingot obtenu ressemble à un énorme fût métallique. On le chauffe dans des fours dont la température est plusieurs fois supérieure à celle d'un four de cuisine. Puis, on le transfère sous les presses. La pièce est d'abord aplatie, puis percée, puis roulée en cercle, en la retournant et en la martelant à chaque passage pour obtenir une structure aussi homogène que possible. La technique du forgage par ajout consiste à construire en permanence le métal dans la direction voulue tout en le compactant, en chassant les cavités et les défauts. À chaque passage sous les presses, l'anneau gagne en diamètre, mais ses parois conservent l'épaisseur requise, tandis que la structure granulaire de l'acier s'uniformise. Les ingénieurs surveillent en permanence la température, la compression, la vitesse de déformation. Si le métal refroidit trop, il devient cassant et risque de se fissurer. S'il surchauffe, la structure flotte et l'acier perd sa résistance. C'est pourquoi toute l'opération se conduit comme une recette complexe. Étapes précises, temps de maintien, contrôle à chaque stade. Au final, nous obtenons un anneau monobloc, sans la moindre soudure. C'est crucial pour un réacteur nucléaire. La bride de support fonctionne comme une ceinture, qui maintient ensemble les parois de la cuve et tout son équipement interne. Le cœur actif, les échangeurs de chaleur, les structures intérieures. Elle supporte non seulement un poids de 7000 tonnes, mais aussi les déformations thermiques, les vibrations, d'éventuels chocs sismiques. Si l'on imagine le réacteur comme une immense marmite sous pression, cette virole en est la ceinture, qui ne doit céder d'aucun micron. L'absence de soudure réduit considérablement le risque de fissuration sous charge cyclique et rend la structure plus résistante au séisme. Bien entendu, après le forgeage, l'histoire ne s'arrête pas là. La virole subit un traitement thermique. On la chauffe, puis on la refroidit selon un protocole précis, afin de figer les propriétés requises de l'acier, limite d'élasticité, résilience, résistance au fluage à haute température. Viennent ensuite d'innombrables vérifications, contrôle par ultrasons pour déceler les défauts cachés, essais mécaniques sur des échantillons prélevés dans les surépaisseurs d'usinage, mesure de dureté sur tout le périmètre. Et ce n'est que lorsque les ingénieurs ont la certitude que le métal se comporte de manière homogène en tout point de la virole, que celle-ci est autorisée à intégrer l'îlot nucléaire. Le plus fascinant, c'est que cette percée avec cet anneau record n'est pas restée confinée au club fermé de l'atome. La même idée de forgeage intégral d'anneaux géants a commencé à se propager vers d'autres domaines. Les turbines hydrauliques des grandes centrales hydroélectriques comportent d'immenses éléments annulaires qui maintiennent les rousses mobiles et les distributeurs.
Les tours d'éoliennes nécessitent des brides puissantes qui transmettent les charges des pales à travers la nacelle jusqu'à la colonne d'acier. Moins ces assemblages comportent de soudure, mieux ils supportent les vibrations et les régimes de fonctionnement complexes. La technologie de forgeage additif permet de réaliser pour eux des anneaux monoblocs de grand diamètre qui durent plus longtemps et offrent une meilleure fiabilité. Les presses de forgeage libre les plus puissantes au monde, notamment chez l'entreprise chinoise China Airzong, atteignent 80 000 tonnes d'effort et permettent de déformer des lingots de masse allant de quelques dizaines à plus de 250 tonnes, ouvrant ainsi la possibilité de forger des anneaux de cette envergure. À l'échelle mondiale, ces pièces forgées de grandes dimensions pour le secteur énergétique sont fournies par un cercle restreint de producteurs. Des entreprises au Japon, en Chine, en France et en Russie, chacune disposant de ses propres lignes, dédiées aux grands réacteurs, générateurs et rotors de turbines. La demande d'anneaux sans soudure ne cesse de croître, et pas seulement dans le nucléaire. Le marché des brides forgées pour éoliennes était évalué à environ 1,5 milliard de dollars américains en 2023 et pourrait atteindre près de 3 milliards de dollars d'ici 2032 selon les prévisions, dont une part significative revient précisément aux pièces forgées annulaires sans soudure. Les éoliennes offshore nécessitent d'immenses brides et anneaux capables de résister à de fortes charges éoliennes, à l'eau salée et à la fatigue cyclique. Et c'est là que les anneaux sans soudure l'emportent nettement sur les structures soudées, grâce à un risque bien moindre de fissuration et de déformation. Des anneaux similaires sont utilisés dans l'hydroélectricité, cerclage de turbines hydrauliques, appareils directeurs, brides massives de conduite haute pression. Partout où la rupture d'une soudure peut devenir catastrophique, les fabricants optent pour de grandes pièces forgées monoblocs. L'histoire de cet anneau chinois, de plus de 15 mètres de diamètre, n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une industrie entière, celle des pièces forgées lourdes. Elle illustre les dimensions qu'a déjà atteintes la technique moderne de forge. Diamètre supérieur à 15 mètres, masse de 150 tonnes et plus, charge de calcul de plusieurs milliers de tonnes et durée de vie de plusieurs dizaines d'années sans remplacement. Et les statistiques du marché des pièces forgées pour l'énergie et des brides éoliennes laissent entendre que ces anneaux records seront de plus en plus nombreux chaque année dans les secteurs nucléaires, hydroélectriques et éoliens. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde,
et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés. Mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La mat obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent, mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés
et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation.